Dans cette vidéo, je vais vous montrer que l'organisation des personnages, le scénario ainsi que l'univers visuel de Dark Souls 3 sont basés sur la même réalité historique. Vous prenez le pari ? Je tiens à vous parler aujourd'hui d'un des antagonistes majeurs du jeu, le prince Lothric. Ayant réussi à se hisser au pouvoir malgré son état de santé, mais traqué par tous pour servir le feu et empêcher le monde de s'écrouler, ce personnage est un pilier du troisième volet de la saga légendaire. Et son histoire est aussi celle d'un souverain contemporain plutôt connu, qui a subi une fin tout aussi tragique, Nicolas II, le dernier tsar de Russie. L'histoire de ce pays au temps moderne m'a fasciné, et plus particulièrement l'histoire du tsarisme, mode de pouvoir unique au monde et à ce jour jamais égalé. Ne nous attardons pas, car je vais maintenant vous montrer en quoi Dark Souls 3 a été inspiré par le régime et la fin des tsars de Russie. Changeons un peu nos habitudes et attardons-nous point par point sur les éléments que j'ai cités plus tôt. L'univers visuel, disais-je. En effet, contrairement aux deux premiers tomes, vous aurez remarqué que Dark Souls 3 se situe dans un monde plus froid, enneigé et parfois glacial. La plupart des paysages ne sont que sommets écharpés et montagnes vertigineuses. Le climat et l'univers géographique qu'il impose nous renvoient au nord. À cette époque médiévale, comme nous nous accorderons dessus, le seul pays au monde à pouvoir correspondre à ces descriptions est la Russie. Vous me rétorquerez les terres scandinaves. Mais les marques de noblesse et les rites de la cour avaient alors déjà atteint ces pays pour en faire des endroits moins, disons, bruts et sauvages et plus civilisés. Un lieu du jeu en particulier vous sera sûrement venu en tête lors de cet exposé. Irithyll. Berceau de la religion dirigé par le pontife Sullivan, il s'agit en effet d'une merveille d'architecture déposée dans un écrin de neige immaculé. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Russie était durant l'époque moderne un des pays les plus fervents en termes de religion au monde. Elle prenait une place majeure dans la vie des citoyens et surtout au sein des grandes villes. Le pays entier se tournait de plus vers une variante du catholicisme qui faisait polémique plus à l'ouest, la religion orthodoxe. D'ailleurs, à Irithyll, c'est aussi un culte particulier qui est vénéré, le culte blanc. Je vous renvoie à ma vidéo sur Aldrich pour en savoir plus. Revenons maintenant un peu plus sur le lore profond du jeu. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un petit retour dans le temps. Dans Dark Souls 1, ce sont les dieux qui ont une supériorité hiérarchique sur le règne humain, ou plutôt sur les quelques zombies dont celui-ci est encore constitué. Que vous ayez laissé le feu s'éteindre ou que vous l'ayez ravivé à la fin du jeu, celui-ci finira par décliner de toute façon au fil des ans et par plonger le monde dans l'âge des ténèbres, comme cette période est dès lors appelée. Dans ce chaos, il n'y a plus de système de gouvernement. Les grandes prêtresses, aussi appelées gardiennes du feu, ferventes défenseurs de la tradition des dieux, interviendront alors. Elles choisiront un humain de noble lignage et feront de lui un prince. Ce sont désormais ces nouvelles personnalités politiques qui vont régner sur le monde de Dark Souls. Figurez-vous que ça se rapproche beaucoup de l'histoire régnante russe au temps moderne. Vous aurez remarqué, à l'aide de mes vidéos ou non, que le lore de Dark Souls est marqué par les influences scandinaves. Eh bien, le premier territoire administré des régions russes est en fait fondé par des explorateurs scandinaves. Il devient la principauté de Russie-Kiev. Au Moyen-Âge, ce sont donc des princes qui vont s'occuper de gérer cette nouvelle administration. Néanmoins, ce sera une période de trouble, où il faudra compter avec les invasions des Mongols et des Tatars, les barbares de l'Est de l'Asie. La situation est aussi chaotique que la fin de l'âge du feu dans Dark Souls. Si eux ont eu les princes pour calmer la situation, la Russie aura les tsars. À la fin du XVe siècle, le premier d'entre eux quitte le titre de prince et met en place un système féodal où la population de la principauté, nommée désormais Russie ou Grande Russie, lui est soumise. Sous les tsars, les troubles prendront fin et le pays se tournera vers une ouverture intellectuelle et économique. Il sera bientôt un des régimes les plus importants au monde et sera reconnu pour sa cour raffinée. Attardons-nous maintenant sur le prince dont j'ai parlé en introduction, Lothric. Du peu que l'on sache, le régime des princes dans Dark Souls ne se base pas sur une succession par héritage, du père au fils ou quoi, contrairement au régime des tsars de Russie. Le prince, pour obtenir le trône, doit se montrer fort. On peut se demander comment Lothric, atteint de graves maladies héréditaires et fragile de nature, a pu faire pour obtenir le pouvoir, même si l'aide de son frère Lorient a dû avoir quelque utilité. En tout cas, on sait qu'il sera le dernier prince de ce monde. Le dernier tsar de Russie, c'est Nicolas II. Nous sommes maintenant à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. On sait que Nicolas était atteint d'une grave maladie du sang héréditaire, mais que celle-ci ne le touchait pas avec autant de gravité que d'autres membres de sa famille, entre autres son fils cadet. Lothric, pour sauver son pays des ténèbres, devait se sacrifier pour raviver le feu primordial.
Le problème est qu'il refusa. C'est là que vous, joueurs, anciens combattants ressuscités pour combler les précédents échecs qui avaient mené à votre mort, êtes dépêchés pour le traquer et le sacrifier de force. Nicolas II, en Russie, lui faisait face à une nouvelle politique sociale s'opposant au système conservateur du pouvoir. C'était là les débuts du communisme, qui avait pour ambition que tous les biens matériels soient équitablement partagés et que ce soit le peuple qui gère le pouvoir et l'administration du pays. Évidemment, Nicolas II faisait tout pour empêcher cela. Mais galvanisés par les discours de Lénine, leurs représentants, les proto-communistes, divisés en deux groupes politiques opposés, attaquèrent le palais. Ils capturèrent la famille du tsar, qu'ils finirent par assassiner. Et ainsi le régime communiste fut imposé de force. Le pays avait pris une autre direction, tout comme le monde de Dark Souls, ayant perdu le dernier de ses princes pour le bien du peuple. La Russie tsariste a selon moi énormément inspiré Dark Souls 3. Premièrement par ses paysages froids et enneigés, deuxièmement par le changement dans le système de pouvoir qui permettra au pays de mettre fin au déséquilibre qui l'agitait, et troisièmement pour le tout dernier dirigeant de cette classe régnante innovante, sacrifié par le peuple au nom d'un plus grand bien. Dark Souls 3 est la Russie moderne, et l'Autrique est Nicolas II, le dernier prince pour le dernier tsar. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la trilogie Dark Souls.